Bonjour, bienvenue à Micro-Info. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la construction d'une page web. Luc Fortin et Yves Rochefort nous présentent les dernières nouveautés en matière de logiciels et de jeux. Mais tout d'abord, nous entretenons avec Ghislain Lévesque qui nous présente un dossier « Comment effectuer des recherches sous Windows 95 ». Bonjour Ghislain. Bonjour François. De quelle façon on peut retrouver un fichier égaré sur notre disque dur? Alors, ce qui est intéressant avec Windows 95, c'est qu'il y a une fonction d'intégrer qui nous permet de faire une recherche. Cet outil-là nous permet justement de faire une recherche soit par nom de document, soit en fonction de la date ou en fonction de son contenu. Comment on démarre cette fonction? Alors, toujours à l'aide du bouton « Démarrer ». Alors, dans le menu ici, on a une commande qui s'appelle « Rechercher », puis par la suite, une commande qui s'appelle « Fichier ou dossier ». Alors, on démarre ça de cette façon-là et il va apparaître la boîte de dialogue qu'on a à l'écran. OK. Comment ça fonctionne? Alors, le fonctionnement est assez simple. 3 onglets sont disponibles. L'onglet par défaut, c'est le nom et emplacement. Donc, ici, dans la zone nommée, je peux carrément, si tu veux, François, taper, par exemple, win.ini. Alors, je fais une recherche sur le document. C'est le nom du document que je recherche. En frappant la touche Enter, si on regarde juste ici, dans le bas, c'est la fenêtre de résultats. Donc, je suis en mesure de voir là, tous les documents qui correspondent aux paramètres que j'ai demandés. On pourrait aussi avoir placé étoile.ini dans le cas où je veux avoir toutes les... Tous les fichiers ini. C'est ça, tous les fichiers extension doc ou XLS. Ou... Comme si j'avais un programme, mettons tous mes rapports d'impôts, je les avais notés d'une certaine façon, je pourrais le faire comme ça. Tout à fait, oui. Okay. Est-ce qu'on peut exercer d'autres types de recherches? Oui, on a aussi une recherche en fonction de la date de modification. En fait, si je viens ici dans la deuxième partie de cette boîte-là, je peux rechercher tous les fichiers qui ont été créés ou modifiés, soit entre, première possibilité, soit entre une date et une autre. Donc, je sais que le document, je l'ai fait la semaine passée, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. Donc, je peux lui demander de faire une recherche en fonction des choses qui ont été faites la semaine passée. Je peux aussi faire une recherche sur les documents qui ont été modifiés au cours des X derniers mois, donc au cours des 2 derniers mois ou 6 derniers mois, ou je peux même aller au niveau des journées. OK. Bon, donc, on peut faire des recherches un peu externes, c'est-à-dire avec le nom du fichier, la date, tout ça. Mais si, mettons, j'ai un paquet de documents texte et que je veux rechercher le document dans lequel j'avais placé, je ne sais pas, moi, telle phrase, est-ce qu'on peut le faire? Tout à fait. Dans l'onglet ici avancé, il va permettre ce type de recherche. Donc, ce que j'ai à faire, j'ai 2 possibilités. Je peux définir quel est le type de document. Alors, si je sais que, par exemple, c'est un document Lotus ou un document Word, je peux lui demander de faire des recherches seulement dans ces types-là. Et quand c'est le temps de venir, par exemple, faire une recherche sur un contenu, alors tout ce que j'ai à faire, c'est d'écrire ça dans la zone contenant le texte. Je frappe la touche Enter ou je clique sur Rechercher maintenant. Et là, il fait une recherche et il va nous donner là, sa réponse, à savoir s'il trouve oui ou non des documents qui correspondent à ces critères-là. Puis comment il affiche les résultats? Alors, on a ici, dans la fenêtre, on n'en a pas trouvé dans la dernière recherche, mais tous les documents vont être listés ici dans la fenêtre avec le chemin d'accès. On peut même les ouvrir directement en faisant un double-clic. S'il avait trouvé un document en Word, on aurait juste à double-cliquer et il est rentré dans Word avec le document et à l'endroit de notre requête. C'est ça, tout à fait. OK. La semaine prochaine, on parle de clavier? Oui, tout à fait. On va voir comment on peut gérer différentes langues là, de clavier avec Windows 95. On te remercie, Ghislain. Merci. Nous, dans quelques instants, Yves va nous faire rire aux larmes et parler Klingon. Bonjour Yves, cette semaine, on a une belle sélection de jeux. Très belle sélection, François. De l'humour et puis du divertissement violent encore. Puis on a un peu d'apprentissage. OK. Kingdom of Magic. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? C'est un jeu d'aventure interactif, mais pas n'importe quoi. C'est le jeu le plus divertissant que j'ai vu dernièrement. C'est tellement drôle, François, là. Je suis tout seul dans mon salon et je pouffe de rire tout seul. C'est très, 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 très drôle. Ça fait penser un peu au Monty Python, hein? C'est genre d'humour anglais. Oui, c'est quand tu regardes dans les revues informatiques, c'est un peu à ça qu'ils le comparent. Moi, je te dirais au niveau interface, tu peux associer ça un peu au jeu Sierra, puisque quand tu arrives sur un objet puis tu peux faire quelque chose avec, ton curseur se change, donc tu vois qu'il y a quelque chose à faire là. C'est très, très simple à utiliser, mais c'est d'un humour incroyable. On incarne quel personnage dans ce jeu-là? Ben, tu as 2 choix de personnages, pas très compliqués. Un, c'est un beau lézard vert qui est affreux, puis l'autre, c'est une belle jeune demoiselle habillée de façon très sexy. Alors, le choix n'est pas très compliqué, à mon sens. OK. Et dans le jeu, l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu as 2 personnages, mais tu peux choisir 3 aventures différentes.
Puis chacune de ces aventures-là, bien évidemment, sont différentes, mais que quand tu les recommences avec un autre personnage, c'est pas les mêmes choses. Donc, la façon de faire chaque énigme est très différente selon le personnage que tu utilises. C'est vrai que si on est un lézard et qu'on pose une question à, je sais pas, un barman, ou si on est une jolie jeune demoiselle, la réponse risque d'être différente. En effet, j'ai fait le test d'ailleurs. Avec la jolie demoiselle, en parlant au barman, on est capable de jaser avec puis d'obtenir des réponses intelligentes. Sauf que quand j'arrive avec le lézard, le barman refuse catégoriquement de me parler. Alors, est-ce qu'il te cogne même, je pense? Ça dépend de la façon dont je l'approche. Je peux lui dire de faire des choses différentes. Puis évidemment, selon les choix qu'on prend au niveau du langage, le jeu prend une tangente ou une autre. Okay. Les graphiques aussi sont très colorés. Hein? Les graphiques sont très colorés. Certains vont dire que les graphiques sont moches parce que c'est quand même du VGA 320-200, sauf quelques scènes qui sont... les graphiques ressemblent beaucoup à la technologie Silicon Graphics. Okay. Maintenant, on parle d'un jeu... qui ressemble un peu à Doom, encore une fois, un autre clone de Doom. Un autre style de Doom, mais si on en parle dans ce coup-ci, c'est que c'est un peu différent de ce qu'on a vu la semaine passée, par exemple, avec Duke Nukem 3D. Celui-ci a une histoire. Donc, chaque niveau est interrelié. Tous les niveaux sont interreliés. Ça me fait beaucoup penser à un jeu qu'on a déjà parlé dans le passé, qui était Cybermage. Il y avait une histoire dans Cybermage aussi, sauf que celle-ci, il y a plus d'interaction dans celui-ci avec d'autres personnages que dans Cybermage. On peut rencontrer les personnages et discuter avec eux. Oui, puis on doit les rencontrer d'ailleurs, puis on doit suivre un peu le rythme de l'histoire qui nous est imposé. On n'est pas obligé de tout le temps leur tirer dessus pour non, il ne faut pas d'ailleurs, parce que si on est, par exemple, dans la ville, puis on tire, on sonne l'alarme, et à ce moment-là, tout le monde vient, et là, c'est pratiquement impossible de réaliser la mission. Maintenant, on fait plaisir aux amateurs de Star Trek, mais pas rien que les amateurs de Star Trek, les amateurs vraiment de Klingon. Oui, surtout les amateurs de Klingon avec le produit qu'on va présenter. Là, il s'intitule Star Trek Klingon. Puis, à quoi ça sert? C'est un simulateur de holodeck dans l'Enterprise pour apprendre le langage et la culture des Klingons. Ça semble ridicule, sauf que ça intéresse beaucoup de Trekkies. Ça intéresse beaucoup de Trekkies, puis le jeu est très bien monté. Puis c'est des scènes interactives un peu, comme je pourrais dire, un peu à la Dragon's Lair, mais vraiment avec un... C'est comme Berlitz, mais il faut apprendre le Klingon. Exactement. À part apprendre le langage Klingon, est-ce qu'il y a une aventure intégrée? Oui, tu as une aventure selon les choix que tu fais. Bien évidemment, il se passe tel ou tel événement. Puis, tu dois vraiment maîtriser le langage Klingon à travers ton aventure, puisque c'est vers ça, l'apprentissage du langage Klingon, que le jeu est tourné. Par exemple, à un certain moment donné, le chef Klingon veut avoir je me souviens pas le nom exactement, c'est très difficile à prononcer, mais il va avoir un certain plat, un certain mets. Alors, ces gardes se retournent vers toi et ils te disent « Va le chercher ». Alors, on te présente des mets, mais si tu sais pas c'est quoi, tu as du « schwar ». Alors, tu ne peux pas aller en chercher. Alors, tu cliques, puis si tu te trompes, tu te fais carrément... Il faut vraiment apprendre la culture avant de jouer. Là. Oui, définitivement, il faut apprendre. Donc, les amateurs de Star Trek vont être servis, puisqu'on retrouve à l'intérieur de ce jeu-là plus de 90 minutes de films de Star Trek sur 3 CD en tout et partout. Et dans ce jeu-là, il faut penser comme un Klingon? Non seulement penser comme un Klingon, mais il faut penser, agir et parler comme un Klingon. Puis, dans le jeu, je veux dire, tu as 2 choix, apprendre ou mourir. Bon, mais on va se tester là-dessus, Yves. On se revoit la semaine prochaine. Alors, à la semaine prochaine. Bonjour Luc. Bonjour. On sait que le langage Java est vraiment très populaire, mais qui est un peu accessible. Est-ce que les initiés ont maintenant un outil à se mettre sous la dent pour commencer à apprendre le Java? On a un outil très populaire qui est le Java Starter Kit, qui est sorti en magasin des alentours de 50 $, qui est un outil de développement pour les applications de Java. Alors, les gens peuvent acheter cet utilitaire-là, qui est en fait un très gros livre, avec un CD d'exemple, et commencer à faire du Java ou du CGI pour commencer à programmer. C'est vraiment un cours c'est un genre de livre qui va vous donner un cours sur la programmation de Java et on n'a pas besoin d'avoir le C++ ou des affaires... des gros programmes de compilation, etc. C'est ça, vers l'objet pour pouvoir travailler avec ce programme-là. Donc, avec un kit comme ça, on est capable de travailler très aisément et de faire tous nos Java qu'on voudrait avoir pour mettre dans nos pages web. Alors, le Java Starter Kit contient à l'intérieur le Symantec Café Lite, qui est un logiciel reconnu là, pour faire des pages avec du Java à l'intérieur. On a aussi le Java Developer Toolkit, qui est un kit de développement pour des applications de Java qu'on peut ajouter à l'intérieur de nos pages web.
web ordinaire. Et on a aussi des exemples. Donc, exemple, un jeu de tic-tac-toe. Donc, exemple, je pourrais mettre un jeu de tic-tac-toe sur mon serveur et jouer au tic-tac-toe contre l'ordinateur de mon serveur. Puis moi, je pourrais aller sur ton serveur jouer à ton logiciel. N'importe qui sur Terre pourrait venir jouer au tic-tac-toe contre l'ordinateur de mon serveur, ce qui risque probablement de perdre, là. Mais ça permet quand même de faire des applications comme ça. Alors, c'est un très, très bon logiciel et un très, très bon kit de départ pour ceux qui veulent faire du Java. Okay. On sait que la programmation Java, c'est surtout utilisé sur Internet là, avec le web. Et je crois qu'avec Netscape 2.0, il y a une application là, pour utiliser le Java. Oui, bien c'est ça. On peut avoir des plugins pour complètement lire le Java. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de télécharger le plugin chez Netscape pour pouvoir lire n'importe quel Java. Il y a plusieurs applications aussi, comme le son, le vidéo et des choses comme ça qu'on peut télécharger de chez Netscape pour les mettre à l'intérieur. Présentement, je crois qu'il y a aussi un nouveau furteur qui s'appelle Hot Java, qui est comme Netscape, mais qui permet, c'est carrément en Java. Exactement. OK. On va regarder maintenant Internet Accent. Qu'est-ce que c'est? Internet with an Accent, c'est quoi? C'est très simple. C'est un programme qui nous permet d'éditer nos pages web en 30 langues. Donc, on a vu il y a quelques semaines que c'était un programme qui nous permettait de traduire les pages web que l'on lisait de quelqu'un d'autre. Ce logiciel-là nous permet de traduire. C'est sûr que c'est comme une traduction, comme on a vu l'autre fois, mot à mot, sauf que celui-ci est en 30 langues. Donc, on pourrait passer, exemple, du Pakistan au français ou à l'espagnol ou en plusieurs langues. Donc, pour créer une page web multilingue, souvent, ça va être beaucoup plus facile de travailler. À l'intérieur de ça, bien, on a le Mosaic, qui est un furteur connu. On a le Publisher et on a le Mail qui nous permet de voir notre courrier. La semaine dernière, on avait annoncé dans notre tribune téléphonique qu'on allait parler de Windows NT, de la version pré-bêta, je ne sais pas laquelle. Qu'est-ce que c'est? Alors, Windows NT est un système d'exploitation beaucoup plus puissant que Windows 95, surtout au point de vue des réseaux. Quelqu'un qui voudrait monter un serveur réseau avec Windows a beaucoup plus de puissance avec Windows NT. L'avantage qu'on va avoir avec Windows NT, c'est la polyvalence de réseau. On peut avoir plusieurs réseaux à l'intérieur. Et une chose surtout que Windows NT offre, c'est la puissance. Donc, c'est pas monsieur tout le monde à la maison qui peut avoir Windows NT. C'est pas tout le monde demain qui doit se tirer dans les magasins là, pour acheter Windows NT. C'est réservé aux développeurs et aux grosses applications. Pour une seule et unique raison, la moitié des programmes ne marchent pas sur Windows NT. Donc, ça prend seulement des programmes 32 bits, des programmes Windows et des programmes qui sont reconnus pour Windows NT. Donc, c'est pas tout le monde qui peut avoir Windows NT à la maison. OK. L'interface ressemble beaucoup à celle de Windows 95 dans cette version là, Beta 2. Exactement. Là, nous, ce que nous avons ici, c'est Windows NT Beta 2 Workstation, qui est sous la même interface graphique que Windows 95. Donc, quand on veut travailler avec, c'est très simple. On a le bouton démarrer, les mêmes menus sont à l'intérieur, programme, tout est là. Moi, ici, ce que j'ai installé, bien, j'ai installé Netscape, la version pour Windows 95. Elle marche très bien sur NT. J'ai installé Office, donc Word, Excel. Tout ça fonctionne très, très bien sur NT. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, au point de vue des gens qui ont beaucoup travaillé avec Windows 95, le Control Panel, on voit qu'il y a beaucoup plus d'icônes à l'intérieur. On peut beaucoup plus jouer, que ce soit avec notre serveur, nos adapteurs SCSI, nos cartes PCM-CIA, nos backups et ces choses-là. La gestion de l'ordinateur devient beaucoup plus puissante et beaucoup plus complexe. Une chose aussi que Windows NT nous offre, c'est la possibilité d'avoir des FAT 16 bits au lieu des FAT 12 bits que le DOS nous offrait il y a plusieurs générations. Les FAT 16 bits que ça va faire, c'est quoi les FAT 16 bits? Bien, tout simplement, c'est la façon que l'ordinateur va l'écrire sur le disque dur. L'avantage des FAT 16 bits, beaucoup plus rapide d'accès au disque. Donc, tout ce qui va se faire au disque va être beaucoup plus rapide que Windows 95 pouvait faire. Par contre, une grosse lacune présentement là, de Windows NT 4 Beta 2, le DOS. Le DOS marche à peu près pas. J'ai essayé des applications, que ce soit PK Unzip, ARJ, ça gèle tout le temps. Donc, c'est une grosse lacune qu'il y a présentement, mais depuis que Windows NT existe, c'est leur lacune. Donc, Windows NT, en résumé, c'est quelque chose de très rapide, mais réservé aux développeurs et aux gestionnaires. Exactement. C'est pas monsieur tout le monde qui pourrait arriver et dire demain matin, je veux mettre Windows NT dans ma machine. De toute manière, il est beaucoup plus dispendieux que Windows 95. Présentement, la version qui est sur les tablettes, c'est 3.51 et on parle d'environ 400 $. Puis la version 4.0 devrait être disponible d'ici la fin de l'année, je l'espère. Espérons-le. Tu as inclus tous les liens de cette chronique dans notre page web, dans la section sommaire? Exactement. Donc, vous pouvez aller voir dans le sommaire de la page web de Micro-Info tout ce qui rapporte à Windows NT. On te remercie, Luc. Nous, dans quelques instants, on poursuit la construction de pages web avec WebExpert. Aujourd'hui, nous allons approfondir l'utilisation d'images graphiques dans une page web. On va voir que c'est beau de mettre des images, des belles images, mais souvent, ça ralentit énormément la connexion. On va vous donner quelques trucs à ce sujet.
Je vous rappelle qu'on utilise toujours le Partagiciel Web Expert pour construire nos pages web. Cette semaine, j'aimerais améliorer cette page. Entre autres, je voudrais que lorsque l'on clique sur la boîte à mal, on puisse accéder directement à un menu pour envoyer du courrier. Je sélectionne l'image de la boîte à mal et dans le menu contextuel des liens externes, j'ai le choix avec l'option Mail to d'écrire l'adresse où on pourra envoyer du courrier, par exemple telemac24@riq.qc.ca. Et vous allez voir qu'automatiquement, si je clique sur la boîte à mal, le menu Netscape pour le courrier va apparaître et je pourrai envoyer un message à cette adresse-là. C'est très simple. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une image en coordonnées. L'image en coordonnées, ça vous permet d'avoir plusieurs liens à l'intérieur d'une même image. Vous avez sûrement déjà vu ça sur des pages web. Il y a une grosse image et on peut cliquer à plusieurs endroits. Je vais prendre ici une des images que j'ai dans la section archives de Microinfo. Et j'aimerais par exemple qu'en cliquant sur la section les outils pour naviguer, ça m'amène à une page et en cliquant sur les outils de recherche, ça m'amène à une autre page. Je dois d'abord spécifier un rectangle pour déterminer quelle est l'aire où on peut cliquer. Alors, on a les coordonnées X et Y très simples, où on agrandit, on déforme notre rectangle. Une fois qu'on a un rectangle assez de la bonne grandeur, on va taper le lien vers lequel on veut que notre visiteur soit amené. Et en cliquant sur « Ajouter », on remarque que la section devient toute rouge, ce qui veut dire que ça va être la section où on va pouvoir cliquer pour être amené à l'autre page. Je peux ajouter plusieurs liens comme ça très facilement, un deuxième et ainsi de suite. Le résultat est le suivant. On a notre image en coordonnées, ou si vous préférez une image map, qui vous permet de cliquer. Vous allez voir, l'icône se transforme en main sur la première zone et aussi en main sur la deuxième zone. On pourrait faire la même chose avec les 5 zones de cette image en coordonnées. Maintenant, je vais remplacer mes barres de séparation horizontale par des barres un peu plus jolies. Vous pouvez en faire facilement avec n'importe quel outil de dessin. Alors ici, j'en ai une qui est multicolore. Vous allez voir que le résultat est beaucoup plus agréable. Si vous n'êtes pas très ferré en matière de construction d'images, de dessin et d'infographie, vous pouvez consulter plusieurs sites sur Internet. Par exemple, ici, on a le Desktop Publisher Paradise qui, en plus de vous donner divers trucs sur la programmation HTML, contient des bases de données d'images, des clip art. Vous trouverez une tonne d'images. Par exemple, ici, on a un superbe, un Apache AH-64, un hélicoptère de l'armée. Et vous avez des milliers d'images comme ça. Vous pouvez vous procurer gratuitement sur Internet. On a aussi de Clip Art Connection, peut-être plus pour les jeunes ou les moins jeunes aussi. Vous trouverez une collection d'images plus simples, souvent en noir et blanc, mais qui peuvent être facilement utilisées dans n'importe quelle page web. Par contre, bon, ici, on a des petits angelots. Vous trouverez aussi maintenant le site Clip Art Archive qui contient surtout des barres de séparation horizontale, ce qu'on appelle des bullets, c'est-à-dire des petits points, des flèches, des lettres, etc. Et ça, c'est très utile comme site en passant. Si vous ne trouvez vraiment pas l'image qui vous convient dans les 3 sites que je vais présenter, allez voir Yahoo, le célèbre site de recherche. Dans la section Computers and Internet Multimedia Pictures, vous trouverez des milliers de liens vers diverses pages qui contiennent des graphiques, des textures, des barres de séparation, etc. Nous allons maintenant revenir à notre page web. J'aimerais ajouter le titre, le logo de Telemac 24. Je vais ajouter une image au début de mon texte. On voit que l'image est beaucoup trop grosse, alors je vais la réduire à hauteur et à largeur et je vais l'ajouter, tout simplement. Vous allez constater que, bon, on voit un contour blanc, c'est pas très beau. On peut, avec des programmes de dessin comme Corel, PhotoPaint, ajouter la texture qu'on utilise pour notre page web pour enlever le blanc qui un peu nuit à la présentation. Alors, je vais aller chercher ma texture qui, si je me souviens bien, c'était saumon.jpg. Alors, elle est ici. Je vais pouvoir remplir les sections blanches avec cette texture-là pour éviter d'avoir un effet désagréable pour l'œil. Vous allez voir que très simplement, vous pouvez faire ça avec la part de l'échelle de dessin. Nous voyons présentement le résultat. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus uniforme comme présentation. Maintenant, j'aimerais vous rappeler que si vous voulez ajouter beaucoup de graphiques dans vos pages web, la plupart des utilisateurs de PC ont des modems 14400 ou 20800. La première version que j'avais faite de la page archive de Microinfo, qui est présentement disponible, prenait environ 3 minutes à charger. Alors, vous voyez en bas, ça prend du temps. Et si vous êtes comme moi, lorsqu'une page web ne se charge pas rapidement, vous pesez sur « Stop ». Regardez, après 3 minutes, elle est encore en train de charger. Ce qu'on peut faire, c'est de réduire la qualité de l'image, de réduire le nombre de couleurs utilisées. Ici, j'utilisais 16 millions de couleurs et si vous regardez bien votre télé, je n'utilise pas 16 millions de couleurs présentement.
Alors, la nouvelle version que j'ai faite prend environ 35 secondes à charger maximum et utilise 16 couleurs. Et vous voyez comme moi que la différence est peu apparente. Comment on fait pour réduire le nombre de couleurs utilisées? On prend un programme comme PaintShop Pro simplement et on réduit tout simplement le nombre d'images de 16 millions à 256 ou 16. On voit ici, j'ai réduit de 16 millions à 256. Le premier fichier était environ 333K et le deuxième, maintenant réduit, est seulement 111K. Et je peux encore réduire l'image en dimension. Ici, maintenant, l'image de 200 pixels par 100 pixels est d'environ 15K, ce qui est beaucoup plus raisonnable comme présentation. Je vous rappelle que vous pouvez toujours consulter notre page web à l'adresse connue. Maintenant, la section archives de Micro-Info est disponible, alors allez consulter ça dès maintenant. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle que l'émission Micro-Info est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. Vous pouvez toujours consulter notre page web pour obtenir un résumé de l'émission et la section archives pour obtenir tous les liens dont nous avons parlé dans les dernières émissions. Sur ce, bonne semaine.